Une parabole indienne raconte que le Gange peut être vu de 3 façons différentes. Il peut être vu comme un fleuve triste qui accompagne les morts vers l'autre rive, ou comme un élément fonctionnel, une eau qui nous permet de faire des ablutions, ou alors comme un fleuve sacré, capable de purifier notre âme et nous apporter santé et longévité. Comment avons-nous décidé de voir ce grand fleuve qu'est la vie? Une chose est sûre, c'est que mes invités ont décidé de la voir en couleur. Bonjour à tous, bienvenue dans l'info qui fait du bien. Voici le sommaire. Aymeric Karamico et son œil d'expert va une nouvelle fois décrypter les dernières technologies au travers de son prisme haut en couleur. Nathalie Guetta viendra éveiller tous nos sens avec la santé intégrative et son livre Ma détox ayurvédique coloré. Comme toutes les semaines, vous retrouverez la revue de presse qui fait du bien. La noblesse, la grâce et la beauté la caractérisent. J'aurai le grand plaisir de recevoir une grande artiste, Imani, qui viendra nous faire partager ses chansons, mais également son combat, l'endométriose. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, on adore vous lire. Et tout de suite, je vais rejoindre mon premier invité que vous connaissez bien maintenant, c'est Aymeric Karamico. Aymeric Karamico, bonjour. Bonjour Karine. Alors, on ne vous présente plus, tout le monde vous connaît maintenant. Bien sûr. Vous êtes le spécialiste en nouvelles technologies. À chaque fois, je vous demande de trouver des projets innovants qui ont un fort impact sociétal. Et alors là, vous m'avez trouvé une innovation révolutionnaire. Les sourds et malentendants vont pouvoir téléphoner comme nous. Mais comment est-ce possible alors? Eh bien, imaginez une personne sourde ou malentendante qui cherche du travail. Elle va trouver le job de ses rêves. Elle a les bonnes compétences, la bonne expérience, sauf que dans le périmètre de ce job, elle va devoir passer des appels tout le temps, animer des réunions avec 5-10 personnes, ce qui est très difficile quand on est sourd et malentendant. Et bien maintenant, il y a Tadeo qui propose aux entreprises qui embauchent des personnes qui ont un handicap auditif d'installer un logiciel sur leur smartphone, sur leur ordinateur, sur leur tablette. Et dès qu'il y aura un appel, par exemple téléphonique, entrant ou sortant, il y aura une fenêtre qui va s'afficher avec une personne en face, comme vous et moi, qui va traduire en temps réel, soit en langage des signes français, soit en transcriptant en texte ce qui est dit par l'interlocuteur. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, du coup, vous m'avez dit que cette innovation allait même au-delà de leur handicap. Oui, ça va au-delà. Alors déjà, pour une raison qui est qu'ils ont créé en fait un métier, celui de vidéo interprète en langage des signes en temps réel. Et c'est formidable parce qu'ils ont créé près d'une centaine d'emplois et ils les ont créés dans des bassins géographiques dans lesquels l'emploi avait besoin justement d'être redynamisé. Donc déjà, ça c'est formidable. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une autre entreprise un peu connexe qui s'appelle Axéo, qui propose en fait à n'importe quelle entreprise ou administration publique de recevoir des appels soit à distance sur Internet, soit en vrai, dans un guichet par exemple, dans une mairie, d'une personne, et automatiquement ça va basculer en traduction en langage des signes. Et ils sont allés plus loin. Il y a même une ultime nouveauté là qui vient de sortir, c'est qu'ils vont proposer aussi l'interprète au niveau d'une langue étrangère différente. Ah, c'est formidable. Donc on peut imaginer à l'accueil d'une mairie, d'une préfecture, des étrangers qui viennent. Vous voyez, on imagine la scène où les gens parlent face à un mur, ils se comprennent pas, ça dure des heures, la file d'attente augmente. Et bien grâce à ça, il va y avoir tout de suite un interprète qui va tout comprendre et qui va en temps réel traduire ce que veulent se dire les gens. C'est vraiment bien. C'est formidable toutes ces innovations. Vous savez qu'ils vous ont même fait une surprise. Ah, allez-y. Alors, ils vous ont préparé une petite vidéo, regardez. Et donc... Bise à toute l'équipe de l'info qui fait du bien. Oh, c'est adorable. Eh bien, merci beaucoup, c'est très touchant. Alors, c'est super, hein, toutes ces innovations pleines d'espoir. Et là, vous allez parler encore une fois de quelque chose qui me tient à cœur. Bientôt se déroulera la journée internationale de l'endométriose, le 24 mars. On sait aujourd'hui que c'est une maladie qui fait énormément souffrir les femmes. Elles sont 180 millions de femmes dans le monde. Et vous avez trouvé une innovation qui va pouvoir soulager leur souffrance au quotidien. Qu'est-ce que c'est? Oui, parce que jusqu'à présent, elles prenaient des médicaments. Et on sait que les médicaments, ça ne fonctionne pas tout de suite. Il peut y avoir de l'accoutumance. Puis à long terme, on ne sait pas vraiment ce que ça provoque. Génial. Des chercheurs ont trouvé en fait le nerf qui va transmettre l'information de la douleur au cerveau. Et ils ont identifié une fréquence électrique qui va faire que le message va être bloqué dans ce nerf. Ce qui fait que si on envoie une certaine fréquence électrique dans le nerf qui transmet la douleur, instantanément, la douleur est fortement atténuée ou disparaît complètement. De là est né en fait Livia, c'est un petit boîtier que les femmes peuvent mettre à la ceinture, colle 2 stickers au niveau des zones douloureuses et dès qu'elles ont un mal qui se déclenche, elles appuient sur le bouton
et la douleur baisse, voire disparaît. Donc ça veut dire qu'on peut porter cet appareil même dans la journée, etc., pendant qu'on marche, c'est formidable. Oui, c'est formidable parce que... C'est prouvé, il y a des vrais résultats. Alors eux ont fait des essais cliniques, ils expliquent qu'il y a 80% des personnes qui l'utilisent qui soit remarquent une forte baisse des douleurs, 80%, soit même une atténuation totale de la douleur. Donc c'est vraiment exceptionnel. C'est plein d'espoir pour l'endométriose. Alors là, on va parler de quelque chose de plus léger, parce que les nouvelles technologies, eh bien, c'est aussi les soins du visage, la beauté. Et vous avez une innovation. Oui, vous connaissez l'acide hyaluronique. Qui ne connaît pas aujourd'hui? Bien sûr. Donc, vous savez que c'est un polymère de disaccharides qui contient de l'acide dénucléique. Non, vous savez pas ça? Non, je ne sais pas ça, non. Je suis sûr que vous le savez, comme tous ceux qui nous regardent, mais c'est aussi des vraies propriétés hydratantes et aussi des vertus esthétiques et médicales très puissantes. Bien sûr. Et il y a une société qui s'appelle SkinUp qui, jusqu'à présent, a remarqué que ce produit actif était plutôt proposé dans des crèmes de beauté. Sauf que les crèmes de beauté, ça présente... quelques inconvénients, on en met parfois trop, on est obligé de le mettre avant son maquillage, il faut avoir les mains propres, etc. Et en fait, eux, ils se sont dit, tiens, si on mettait tout simplement le produit dans un boîtier, et le boîtier va transformer ce produit en vapeur. Et en fait, cette vapeur, vous allez pouvoir l'appliquer sur votre visage comme je suis en train de le faire, mais je vais devoir arrêter, sinon je vais tousser. Je peux regarder? Mais bien sûr, bien sûr. Donc là, je peux mettre de la vapeur, c'est ça? Exactement. Et en fait, est-ce que c'est plus efficace? Est-ce qu'il y a plus d'acide hyaluronique dans un... Oui, c'est une vraie bonne question parce qu'en fait, la vapeur fait qu'on est sur des toutes fines particules. Et les fines particules, elles, vont pouvoir rentrer plus profondément dans la peau et donc permettre à toutes ces vertus dont j'ai parlé d'opérer sur votre visage. Mais vous n'en avez pas besoin, Karine. Oh, vous êtes gentil. Et donc ça a été pareil, il y a des bons résultats, ça a été prouvé? Alors surtout, oui, alors il y a bien sûr des bons résultats parce que c'est les résultats de l'acide hyaluronique. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu un super prix d'un forum qui s'appelle le Aerosol and Dispensing Forum Award. Oui. Et donc qui récompense les inventions ingénieuses autour des nouveaux packaging, notamment en matière de produits de beauté. Eh bien, c'est formidable tout ça. Merci, Aymeric. À chaque fois, vous nous émerveillez. On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Plaisir partagé. Et tout de suite, c'est la médecine colorée qui fait du bien. Merci beaucoup. Nathalie Guitabou-Barrage, bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau. Alors, vous êtes docteur en médecine et pourtant, petite, vous voulez devenir astronaute. Mais votre soif de comprendre la magie du vivant va vous amener à faire médecine, à endosser pendant 5 ans l'uniforme de médecin de prévention pour les pompiers de Paris. Et suite à ça, eh bien, vous allez avoir envie d'enseigner des clés de santé simples, ludiques et qui riment avec plaisir, pour reprendre vos mots, ce qui va vous pousser à quitter la blouse blanche et à partir explorer de nouveaux horizons. Vous allez commencer à vous inspirer de vos voyages, de la méditation, de l'ayurveda, de la danse, de l'éveil sensoriel, même de l'intelligence collective, tout ce que l'on retrouve finalement dans votre livre Ma détox ayurvédique colorée. Alors ce que vous faites aujourd'hui, c'est de la médecine intégrative. Comment définiriez-vous votre métier? Merci Karine pour l'invitation. Ça va au-delà d'un métier pour moi, c'est une véritable passion. En fait, depuis toute petite, j'étais fascinée par le vivant et à tel point que mon rêve au collège, c'était de voir la Terre vue de la Lune. Pour vivre ce fameux overview effect, comme on le décrit pour les astronautes, qui sont remplis d'une sensation de plénitude, de voir la Terre dans une seule belle boule bleue. Et pour eux, tout est connecté et les frontières deviennent des illusions. Et finalement, je décide de faire médecine pour explorer les mystères du corps humain. Mais cet overview effect va continuer à me suivre, puisque à la fac, quand je dois choisir une spécialité, je ne me vois pas choisir soit d'étudier le cerveau ou le rein toute ma vie. Et notre médecine moderne, je trouve, est vraiment pointue pour diagnostiquer des maladies organiques, pour donner des traitements curatifs. Mais dès qu'on s'intéresse à la vision globale de l'être humain et à la mise en pratique d'approches pour la prévention et la santé, il n'y a pas grand-chose. Et pour pallier à ce manque, du coup, je me suis retournée vers mes racines indiennes. Et... Ça, vous ne pouvez pas les cacher, hein. Et là, c'est l'Ayurveda qui m'est apparu comme une évidence, cette sagesse plurimillénaire, par sa fraîcheur et sa complémentarité. Et aujourd'hui, les neurosciences nous expliquent comment est-ce que nous avons des ressources en nous qui nous permettent de nous adapter et de nous autoréguler par rapport aux différentes contraintes de la vie. Et pour moi, ça a été essentiel justement d'apporter ça dans mon enseignement. Et je pense que c'est urgent aujourd'hui d'apprendre à ralentir dans notre monde hyper digitalisé où tout va vite.
ben, on sursollicite notre système nerveux analytique, on produit de la pensée, notre système nerveux moteur, on enchaîne des actions, au détriment de notre système nerveux sensoriel, celui qui nous permet de ressentir, de récupérer de l'énergie, de nous régénérer. Et en fait, les pratiques de rituels sensoriels au quotidien vont nous permettre de retrouver cet équilibre, cette balance, en nous reconnectant à notre boussole intérieure pour équilibrer notre système nerveux. C'est que du bon sens finalement. Ben, c'est beaucoup de bon sens et c'est ça qui me passionne. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent se former auprès de moi, qui me disent mais comment on fait concrètement? Parce qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui qui circulent autour de la santé, du bien-être, de l'alimentation. On parle vraiment d'infobésité en fait. Et ça peut avoir un effet néfaste finalement sur notre stress. Et en fait, la médecine intégrative, pour moi, a aussi le rôle de décoloniser nos imaginaires, pour reprendre l'expression d'un prospectiviste, Mathieu Baudin. Et finalement, c'est tout là de désapprendre pour réapprendre et expérimenter par soi-même. Et mon train intégratif, ce serait « fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». C'est très joli. Alors, la plus belle chose qu'on puisse souhaiter à un être humain, c'est d'être en bonne santé. Qu'est-ce que c'est une bonne santé dans la médecine intégrative? Alors, ça va beaucoup plus loin que l'absence de maladie. Parce que vous connaissez sûrement peut-être des gens autour de vous qui ont une maladie chronique, mais qui se sentent bien en santé. Et la médecine intégrative donne un champ beaucoup plus vaste. J'aime bien me citer la définition de la santé de David Simon, qui est un neurologue qui a fondé un centre de médecine intégrative pionnier aux États-Unis, le centre Chopra. Lui dit la santé, c'est un retour à la plénitude. Et moi, j'aime bien partir de cette définition pour expliquer la santé comme un voyage intérieur, pour nous reconnecter à toutes les parties de nous, afin de s'envoyer de l'amour et aussi d'aller toucher un petit peu cette flamme intérieure qui nous permet de vibrer et de faire la différence entre l'infobésité et l'info qui fait du bien. Écoutez, je vous écouterai des heures. Hein. Je suis hypnotisée par vos paroles. Alors, dans votre livre, ce qui est super, hein, c'est qu'on peut tout de suite appliquer des conseils que vous nous donnez pour améliorer notre santé. Est-ce que vous pourriez nous initier, là, maintenant, sur le plateau avec un exercice simple? Avec plaisir, Karine. Ce livre et le CD qui va avec, ça a vraiment été, pour moi, un moyen de réconcilier mon cerveau analytique et mon cerveau créatif. Puisque ce que j'invite à faire pour le lecteur, c'est, à travers un voyage sensoriel, d'aller explorer ces 7 super pouvoirs qui sont l'enracinement, le désir, l'action juste, l'amour, c'est beau, l'expression de sa vérité au monde, l'intuition, la connexion. Et ça, à travers des exercices tout simples, dans son assiette, dans la manière de sentir son corps, à travers des exercices de yoga, de respiration, des méditations et des exercices créatifs, d'haïku gourmand. Et là, ce que je vous propose, là, sur le plateau, et on a expérimenté tout à l'heure dans les loges, ça avait l'air de bien marcher. Ah, c'est vrai, ça a marché? Ouais. C'était quand on est emporté dans ses pensées, après une journée très chargée, on a beaucoup travaillé sur l'écran, un bon moyen pour revenir à soi, c'est de stimuler son super pouvoir de l'enracinement. Oui. Et pour ça, donc, ce que je vous propose de faire, c'est simplement, dans votre posture assise, de vraiment ressentir les points de contact de votre corps avec la chaise. Oui. De laisser votre respiration se poser. Donc les téléspectateurs peuvent nous suivre aussi, c'est super. Exactement. Oui. Et soit autour de vous, vous regardez s'il y a une couleur rouge qui vous appelle, qui vous fait du bien. Oui. Sinon, on peut aussi fermer les yeux. J'aime beaucoup votre bleu. Ou la couleur qui vous fait du bien. Et puis, vous pouvez aussi utiliser une petite odeur, un parfum. Merci. Donc ça, c'est une huile essentielle. C'est une huile essentielle. Divin, hein, c'est les senteurs d'Inde. C'est ça. Et donc, du coup, ça permet l'enracinement. C'est ça. Ça permet vraiment de connecter la tête, tout simplement. Le corps. Donc, on peut faire ça le week-end, pour ceux qui nous regardent. Tout simplement. Même pendant le boulot. Ah, c'est génial. Bah oui, au bureau, complètement. Ouais. Et avec un petit peu de... Quelle est cette huile essentielle, si on veut l'acheter, par exemple? Ça, c'est un mélange. On peut faire soi-même. Ah, c'est un mélange, d'accord. C'est un mélange... J'adore les épices du chai indien. Donc, il y a de la cannelle, de la cardamome, du clou de girofle. Ce sont des épices qui permettent vraiment de nous ancrer dans l'instant présent. Alors, je suis allée rencontrer un petit garçon que vous connaissez très bien. C'est Antonio. Il a 6 ans. Il vous observe beaucoup. Et je lui ai demandé de vous poser une question. S'il avait une question à vous poser, quelle question poserait-il? Et voici sa question. J'ai quelques questions à te poser. Pourquoi, à mon âge, il faut faire de la méditation? Et il est absolument adorable, Antonio. Hein. On l'embrasse très fort. Alors, c'est une bonne question, finalement. À l'âge de 6 ans, il est déjà très éveillé de me donner cette question. Oui, il pratique avec sa grand-mère, en fait. D'accord.
Pour répondre à ta question, Antonio, tu es né dans cette génération quasiment avec une tablette au bout des doigts. Il y a des choses qu'il savait faire à son âge que moi je ne savais pas faire. Et du coup, il a un cerveau qui est très connecté, qui peut aller très très vite. Et parfois, c'est bien de prendre le temps de s'asseoir, d'écouter sa respiration, ou alors de sortir dans la nature et de sentir les odeurs, les parfums des arbres, les couleurs autour de nous. Et ça permet au corps de récupérer par rapport à la fatigue qui peut être engendrée par rapport aux écrans. Et c'est comme tout, en fait. C'est quand on apprend à se brosser les dents, ça prend du temps, ça demande un effort. Bien sûr, c'est un entraînement. Mais avec la pratique, ça devient naturel. Et un plaisir. Et un plaisir, exactement. Donc finalement, c'est un petit peu l'espoir de demain, la méditation pour les enfants. Alors, vous avez également fondé l'Institut de santé intégrative qui s'appelle ICI, ainsi qu'une formation que vous appelez La Bulle. Donc elle existe en Inde, en Guadeloupe et en France. En quoi consiste-t-elle ? Ça fait 15 ans que j'explore cet univers de la santé intégrative dans le monde. Et à un moment donné, j'ai eu envie de réunir des personnes d'horizons différents, des médecins, des soignants, des thérapeutes de médecine alternative et complémentaire, des coachs, des accompagnants, pour imaginer et co-créer ensemble la santé de demain. Au-delà du contenu, c'est vraiment un cadre original et innovant que j'ai envie de proposer pour expérimenter des pédagogies nouvelles, de l'intelligence collective, de l'empowerment. Et pour ça, j'ai créé cette bulle. Et donc, c'est une formation avec différents modules de 2 jours qui ont lieu en France, en Europe, en Guadeloupe. Et un voyage d'études de 10 jours en Inde pour vraiment être en immersion dans le pays de l'Ayurveda et apprendre des cours sensoriels pour mieux prendre soin de soi, mieux prendre soin des autres et mieux prendre soin de la planète. Écoutez, Nathalie Guitta-Boubaraj, vous êtes merveilleuse. C'est un régal de vous regarder. J'ai l'impression de partir et de plonger en Inde. Je présente à nouveau votre livre, Ma détox ayurvédique colorée. C'est vraiment un trésor, ce livre, vraiment, pour améliorer notre santé et être plus heureux, vraiment vers cette quête vers le bonheur. Je sais que vous avez beaucoup de projets, plein d'autres projets colorés. Vous reviendrez nous en parler sur le plateau. Avec plaisir. Et tout de suite, eh bien, c'est la revue de presse qui fait du bien. Connaissez-vous le multitasking ou l'art d'effectuer plusieurs tâches à la fois? Il semblerait que ceux qui y parviennent en tirent une certaine fierté. Pour d'autres, ce serait même un gage de réussite. Et pourtant, le multitasking est préjudiciable. En effet, selon les chercheurs en neurosciences, le cerveau humain n'est pas programmé pour gérer simultanément plusieurs tâches complexes. Mieux vaut s'attaquer à une seule chose à la fois. Être multitâche, ça prend même notre énergie, notre créativité, notre productivité et nos capacités de concentration. Ce qui peut s'avérer dangereux pour le cerveau et notre bien-être. Alors si vous voulez libérer le maximum d'endorphines, ces hormones du bien-être, vous retrouverez un dossier passionnant et plein de bons conseils à appliquer dans le 8e numéro du magazine Respire afin de devenir le champion monotâche. Le magazine In the Moment revient sur le pouvoir de la pensée positive et cite une étude publiée l'année dernière qui démontre que l'affirmation de soi entraîne un meilleur bien-être mental et physique, plus de bonheur, d'espoir, d'optimisme, ainsi qu'une meilleure santé et moins de tristesse et de colère. Dans son livre Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau, le psychiatre Norman Dodge va plus loin en avançant que nos pensées peuvent modifier la neuroplasticité de notre cerveau, soit sa structure et son fonctionnement, et il nous conseille de nous entraîner aux pensées positives afin de faire bouger la zone du cerveau qui produit nos pensées et la répétition, ce qui serait crucial. Un article qui a toute sa place dans l'info qui fait du bien. Dans une société qui prône la performance, qui nous pousse à vouloir le meilleur curriculum vitae et la vie privée la plus parfaite, nous aurions tendance à alimenter une certaine frustration et insatisfaction permanente. Heureusement, le magazine Psychologie Positive nous le rappelle et revient sur de nombreuses études qui prouvent que la gratitude est indissociable de notre bien-être. Tout cela peut sembler évident et pourtant, la difficulté n'est pas de prendre conscience que la gratitude nous est bénéfique. Le défi est de la laisser nous guider en pratiquant certains rituels très simples que vous retrouverez dans le même article. Imani, bonjour. Bonjour. Alors, je suis particulièrement heureuse de vous recevoir aujourd'hui parce que vous êtes plus qu'une artiste, vous êtes une artiste engagée, une femme humaniste, une véritable ambassadrice de la paix. Vous venez aujourd'hui nous présenter la réédition de votre album The Wrong Kind of War, qui a déjà été certifié disque de platine. Bravo.
Merci. Alors, vous avez déjà fait une grande tournée mondiale, une vingtaine de pays, et vous retournez encore en tournée début mai jusqu'à fin juillet avec 2 dates exceptionnelles au Casino de Paris, le 5 et 6 juin. Alors, vous m'avez dit, lorsqu'on a parlé ensemble, que vous avez commencé et réussi très tard, finalement, à l'âge de 29 ans. Et je me suis dit, mais c'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue. Vous avez peut-être commencé en retard, mais vous êtes la première sur la ligne d'arrivée. Comment où est-ce que vous avez trouvé cette force de persévérer? J'avais pas vraiment le choix. Je veux dire, la vie, elle avance pour tout le monde. J'avais été mannequin, j'avais été étudiante avant, et puis j'ai fait plein de petits boulots, comme tout le monde, pour payer les factures. Et j'habitais à New York à l'époque, et c'est une ville très chère, c'était très très dur. Et finalement, j'avais l'impression de bosser beaucoup pour pas grand-chose. Bosser beaucoup juste pour payer les factures, ça n'avait pas vraiment de sens. Et je me suis dit, de toute façon, tant qu'à galérer, autant galérer pour faire quelque chose qui me plaît. Et comme je savais qu'au fin fond, au très fond de moi, ce que je voulais, c'était faire de la musique, c'était être une artiste, je me suis dit, je vais donner le peu d'énergie qui me reste à la fin de la journée pour que je devienne cette artiste, pour que je devienne cette chanteuse. Et donc, il a fallu juste ce temps, cette maturité, ce chemin, pour comprendre que finalement, j'avais pas d'autre choix que de courir derrière ce qui me rendait heureuse. Alors, je propose à toutes les personnes qui ont été ces 5 dernières années dans une grotte de vous découvrir. Et pour tous les autres, eh bien, le plaisir de vous écouter. On écoute quelques extraits de votre dernier album avec des titres inédits dans la réédition. On écoute. Oh, I'm sorry. Lately, I haven't been myself. But at times I lose my mind. I wish you knew what I'm about. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go, clap your hands. I always stood even on my knees. There were no begging, there were no pleas. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. C'est un bonheur de vous écouter. Alors, pour parler de cet album, il faut revenir au premier album, qui était beaucoup plus personnel. Oui. À ce moment-là, vous faites une tournée, vous faites 450 dates de concerts dans le monde entier. C'est énorme. C'est énorme. Mais finalement, ça va être une grande opportunité pour vous. Ça va changer votre vision de la vie. Votre écriture va changer. Et là, vous m'avez confié vouloir sensibiliser les gens à des causes qui vous paraissent cruciales, telles que l'écologie, les problèmes environnementaux, mais également la responsabilité des médias et de l'information. Vous allez écrire 2 chansons, Save Our Soul et The Rising Tide. Il est très mauvais, mon accent. Vous pouvez nous en parler? Save Our Soul, c'est une chanson... vous le dites beaucoup mieux que moi. C'est une chanson qui parle, oui, de la violence qui s'introduit chez nous par les médias. On allume sa télé, on peut regarder des enfants se faire exploser la tête par un obus. Et c'est pas un film, c'est la réalité. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de cette information? À quoi elle sert cette information quand on est là entre le fromage et le dessert? Et, comment est-ce qu'on peut digérer tout ça? On a l'impression d'être à la fois victime et bourreau. Et on est un peu pris en otage. Et je ne sais pas si c'est de l'information ou si c'est de la sensation, mais quelque part, il y a quelque chose de révoltant de nous mettre dans cette situation où on ne peut pas vraiment réagir. Et finalement, oui, c'est violent et je ne pense pas que ça joue le rôle que ça devrait. Et dans The Rising Tide, c'est une chanson qui parle du déni collectif face aux problèmes écologiques, au réchauffement climatique, par exemple, ou au mouvement de population que ça provoque. Et on est tous là à sentir que l'eau monte. Et non, c'est pas grave, c'est pas grave. Les problèmes, ils n'arrivent pas, c'est dans notre tête. Il y en a même qui sont vraiment plus combatifs dans l'idée que tout ça, c'est une invention, que de se dire, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une vérité là-dedans, alors qu'on voit bien que les choses, elles changent. Et que, par ailleurs, on peut se battre pour le pétrole, les diamants, le chômage, tout ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas une terre, une planète sur laquelle se battre, en définitive, tout ça, ça sert à rien. Et j'ai quand même l'impression qu'on pourra peut-être régler une partie des problèmes contre lesquels on se bat aujourd'hui. C'était ma question suivante, justement. Comment transformer la société? Voilà, moi, je pense que comment on transforme la société, déjà, il faut l'éduquer. On passe par l'éducation, on passe par la réflexion. Il faut donner à tout le monde la possibilité de se rendre compte aussi dans quelle situation on vit. Si votre quotidien, c'est juste survivre,
parce que vous ne pouvez pas nourrir votre famille. Évidemment que les problèmes écologiques, c'est pas du tout votre priorité. Donc il faut tout remettre à sa place en fait. Il faut travailler les choses de manière profonde, essentielle, sur un plan sociétal. Sur un plan beaucoup plus large. Alors, j'aimerais parler aussi d'un autre sujet qui vous tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, vous êtes l'ambassadrice de cette association, c'est Endomind, qui lutte pour faire connaître et reconnaître une maladie encore tellement peu connue. C'est l'endométriose, une maladie gynécologique, chronique, qui fait énormément souffrir les femmes, très invalidante. 180 millions de femmes sont atteintes dans le monde. Il y a une estimation à peu près de 2, voire 4 millions en France. C'est énorme. Ouais. Et pourquoi, justement, cette maladie a été si longtemps ignorée et mal connue? Je sais pas, je pense qu'il y a un tabou autour des règles. C'est une maladie exclusivement féminine, c'est une maladie qui touche les règles, donc c'est une maladie qui touche à l'intime. Et je pense que déjà, dès le départ, les femmes qui en souffrent n'en parlent pas. Après, comme c'est, pour expliquer très brièvement ce que c'est que l'endométriose, c'est la paroi du mur utérin qui agit de manière complètement erratique. Et au moment des règles, au lieu que tout le sang s'évacue à l'extérieur du corps, une partie reste à l'intérieur et se déverse ailleurs et crée des lésions, crée des kystes, crée des adhérences parfois, qui font que ces cellules qui sont un peu partout dans votre corps réagissent aussi comme elles réagiraient si elles étaient dans l'utérus. Donc elles gonflent, elles se dégradent, elles saignent, elles créent des adhérences et donc elles créent des douleurs incroyables, invalidantes, handicapantes. Donc le problème aussi, c'est que quand vous avez mal pendant vos règles, qu'est-ce qu'on vous dit en premier? C'est t'as mal, c'est normal. Oui, ça c'est vrai. Donc c'est une manière de faire taire les gens. C'est dans notre éducation d'ailleurs. C'est dans l'éducation. C'est la première personne que vous allez voir, c'est votre mère. Et généralement, elle a souffert elle aussi. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle dit non mais t'as mal, c'est normal. Moi aussi j'ai eu mal. Ta grand-mère, elle a eu mal. Tout le monde a eu mal. C'est comme ça. Donc c'est le premier cadenas en fait qu'on vous met sur la bouche. Ensuite, il y a un problème avec cette maladie, c'est qu'elle se dépiste très mal. Donc il y a énormément de médecins, des généralistes, qui ne savent pas la détecter. Donc une fois que vous avez passé la barrière de t'as mal, c'est normal, on va quand même chez le médecin, on vous file du Spasfon ou on vous file la pilule parce qu'on ne sait pas trop ce que vous avez. Et résultat des courses, il se passe 7 à 9 ans d'errance médicale entre le moment où vous avez mal et le moment où vous savez que vous avez la maladie. Donc il y a plein de choses comme ça, plein de petits facteurs. Mais je pense que le premier facteur, c'est que la douleur des femmes quand il en vient des règles, c'est normal, il n'y a pas besoin d'appeler la police, quoi. D'ailleurs, on parle même aussi de carrément retirer l'utérus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est des cas extrêmes. Oui, moi, je trouve ça assez violent. C'est des cas extrêmes qu'on appelle l'hystérectomie, où on pense que si on vous enlève l'utérus, on vous règle votre problème. Et alors moi, j'aime bien dire ça, c'est que je me dis, si on était en face d'un homme qui avait des dysfonctionnements érectiles très sévères, ça viendrait à l'idée de personne, d'aucun médecin, de leur couper le pénis pour que ça aille mieux, parce que ça ira mieux. C'est vrai qu'une vie sans pénis, pour un homme, c'est vachement plus simple. Mais jamais... C'est vrai que du coup, là, on comprend mieux. Oui, mais par contre, pour une femme... On peut se dire, oui, elle peut bien vivre sans son utérus. Mais je ne crois pas. Je pense qu'il y a, en plus, il y a plein de séquelles qui sont liées à ça. Et en plus, je ne crois pas, je ne suis pas une experte, mais de ce que j'ai lu et entendu, en vérité, ça ne règle pas vraiment non plus les problèmes de douleur. Je ne sais pas si ça règle vraiment les problèmes d'endométriose, mais en tout cas, ça ne règle pas les problèmes de douleur. Et en tout cas, ça en crée d'autres. Donc c'est assez violent de se dire qu'on peut retirer l'utérus à une femme juste parce qu'on n'arrive pas à régler son problème. Alors, Imani, vous êtes vous également atteinte d'endométriose. Et justement, la présidente de l'association Endomind, qui s'appelle Nathalie Clary, avait un petit message à vous adresser. D'accord. Bonjour Imani. Au nom de toutes les femmes atteintes d'endométriose, je tenais à te remercier pour tout ce que tu fais aux côtés de l'association pour sensibiliser les femmes, les jeunes filles, les médecins, nos instances publiques pour que la maladie soit mieux connue et mieux prise en charge. Je me rappelle quand tu es arrivée dans l'association, je ne sais pas si tu te souviens, tu avais rédigé un texte que tu avais publié sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu te rappelles des réactions que ça avait provoquées et est-ce que tu peux nous raconter ce que toi tu avais ressenti à ce moment-là? Merci beaucoup Nathalie Clary. Alors racontez-nous. Oui, parce que quand Nathalie, elle m'a contactée pour être la marraine de son association, elle était juste une agent de voyage auprès de qui je prenais
je bookais mes vacances. Elle m'a demandé. Et au début, j'ai dit non. J'ai dit non parce que j'avais pas envie de parler de ma vie privée. J'essaie de ne pas le faire. Et ça, c'est quand même très, très privé, c'est quand même très, très intime. Et en fait, elle m'a dit, mais le problème de cette maladie, c'est qu'on est 4,2 millions de femmes à être atteintes en France, mais on est 4,2 millions de femmes atteintes, chacune de notre côté. Et si personne n'en parle, eh bien, à ce moment-là, on libère personne. Donc, je me suis dit qu'effectivement, il fallait que j'en parle. J'ai fait une lettre ouverte où j'ai dit aux gens, bah, je suis atteinte. Et je voudrais aussi vous dire que je suis ambassadrice de l'association Endomind et qu'il faut sortir du silence. Et j'imaginais pas que j'allais recevoir 300 messages, commentaires, messages en privé de femmes, de filles, de mères, de maris. Je pensais vraiment pas que ça allait être un déferlement de... plein de gens me disaient qu'ils étaient soulagés de se sentir moins seuls. Donc plein de femmes se sont mises à parler. Et j'ai été la première bouleversée parce que je me suis dit, mais en fait, tout ce temps-là, je pensais que j'étais toute seule à souffrir dans mon coin. Finalement, on était toute une bande à souffrir dans notre coin. Alors qu'il fallait juste parler, il suffisait juste de dire, bah, moi aussi, pour que tout le monde dise moi aussi. Le MeToo, le fameux MeToo. Oui, j'allais vous le dire, le hashtag moi aussi. Alors, le fameux MeToo. Mais finalement... Et du coup, depuis, ça fait 3 ans que je bosse avec cette association et je ne le regrette pas. Et pourtant, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup d'enjeux, mais... Alors, je ne sais pas si vous connaissez Steph, qui fait partie de l'émission. La question de Steph, qui fait du bien, on l'écoute. D'accord. Chérie, j'ai trouvé un truc super pour toi. C'est une marche. Pour faire reculer l'endométriose, ça s'appelle l'endomarche. J'ai même préparé un petit ruban jaune spécialement pour toi. Est-ce que je vais venir ? Eh bien, ça ne me concerne pas vraiment. Alors, Imani, est-ce qu'on pourrait lui expliquer que la question de l'endométriose, ça concerne aussi les hommes? Merci, Steph. Bah oui, ça concerne les hommes, ça concerne tout le monde. Parce qu'effectivement, si on le regarde d'une manière très restrictive, c'est les femmes qui souffrent, c'est leur ex, c'est leur problème. Donc c'est notre combat et on y va tous ensemble. On se débrouille. Voilà. Mais la réalité, elle n'est pas aussi simple. Parce que, outre le fait qu'on peut avoir des douleurs avant les règles, pendant les règles, après les règles, on a aussi des douleurs pendant les rapports sexuels. Et surtout, l'endométriose, c'est la première cause d'infertilité en France. Donc, forcément, les hommes y sont impliqués. Et évidemment, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, qu'ils ne comprendront peut-être jamais. Mais par contre, il faut qu'ils soutiennent leurs femmes, leurs mères, leurs sœurs, parce que quand ils ne peuvent pas avoir d'enfants avec leur conjointe, quand ils sont complètement démunis face à leur douleur, il faut bien que quelqu'un... ils sont pas exclus de ce fléau, en fait. C'est pas qu'une maladie de femme, c'est vraiment une maladie qui touche tout le monde, les hommes et les femmes, et parfois même, du coup, les enfants, quoi. Écoutez, Imani, vous êtes une grande femme. Merci d'être venue aujourd'hui sur le plateau. C'est un bonheur de vous recevoir. Je représente la réédition de votre album The Wrong Kind of War, c'est bien? Très bien. Merci. Avec quelques titres inédits. Et puis, vous revenez quand vous voulez dans l'émission. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, toujours avec bonheur. Et très bon week-end à tous. Imani, merci du fond du cœur. Merci.